Salut à tous et bienvenue dans Culture Foot, l'émission qui vous apprend tout sur le plus beau sport du monde. Ça fait extrêmement plaisir d'être de retour après de très très longs mois. C'était une longue absence, encore plus longue que celle entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Euh, mais bon, promis, on va pas attendre 4 à 6 mois avant de sortir un épisode. Normalement, on va reprendre les vidéos de manière hebdomadaire sur la chaîne. Je vous en dirai plus en fin de vidéo, mais on va passer directement au sujet du jour. Vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, on parle d'une règle essentielle du football moderne qui est connue de tous les fans de foot, mais pourtant maîtrisée par très très peu d'entre eux, le hors-jeu. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler du hors-jeu sur des blagues un peu marrantes comme quoi les femmes ne le comprennent pas, ou bien même parce qu'il fait débat toutes les 2 semaines. Si vous suivez un peu l'actualité sportive, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les journaux traditionnels, vous verrez que à peu près toutes les 2 à 3 semaines, on a une polémique sur le hors-jeu, sur un but validé ou invalidé. Mais alors pourquoi est-ce que cette règle fait autant débat? Ben, on voit tout ça après le générique. Le hors-jeu, comme toutes les règles du football moderne, est défini par une loi du football, aussi appelée loi du jeu. Ces lois sont maintenues par l'International Association Football Board, aussi appelée l'IFAB, et définissent absolument toutes les règles du football. Mais vraiment toutes, allant des plus basiques, comme quoi une partie de football se joue à 11 contre 11, et les plus compliquées, comme le hors-jeu. Alors le hors-jeu, lui, est défini par la loi 11, mais que dit cette loi? Eh bien, dans sa définition actuelle, un joueur est considéré en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de sa tête, son corps ou ses pieds est située dans la partie de terrain adverse et plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier défenseur. Alors ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais on va simplifier ça en images. Pour vous imaginez tout ça, je vous ai pris une action d'un match de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, qui date il y a quelques années, 2016 il me semble. Alors ce qui est assez intéressant sur cette occasion, c'est que vous allez voir, on n'a pas un, mais deux joueurs en position de hors-jeu en effet. Rabiot et Cavani sont hors-jeu sur ce centre de Maxwell. Rabiot va marquer. Bon, l'arbitre ne le voit pas, l'arbitre assistant ne lève pas son drapeau, mais c'est assez clair sur ce ralenti, vous le voyez, les deux sont en position de hors-jeu. Ils sont derrière l'avant-dernier défenseur et ils sont plus près de la ligne de but que le ballon. Alors vous m'avez bien entendu, je précise bien avant-dernier défenseur, parce que le gardien, dans ce cas précis et dans tous les cas, est considéré comme un défenseur. Donc je n'ai pas d'action à vous montrer malheureusement sous les yeux, je n'en ai pas trouvé, mais on peut le voir sur cette image. Si le gardien est assez avancé et que l'attaquant adverse se situe entre un défenseur et le gardien, un défenseur qui serait resté en retrait pour couvrir une sortie de son gardien, ce joueur-là est considéré également en position de hors-jeu. C'est très important. Mais ce que dit aussi la loi 11, c'est que pour être sanctionné d'un hors-jeu, il ne suffit pas d'être en simple position de hors-jeu. En effet, vous devez être impliqué dans le jeu, faire action de jeu pour être sanctionné et être en infraction. Mais alors ça veut dire quoi faire action de jeu? Eh bien, il y a 3 cas différents. Soit vous intervenez directement dans le jeu, c'est-à-dire vous allez simplement toucher le ballon, c'est le cas le plus simple et le plus fréquent. Soit vous tirez avantage de la position dans laquelle vous êtes, ou alors vous allez influencer un adversaire depuis cette position. Bon alors, le premier cas, c'est le plus simple, je pense que tout le monde le visualise, mais je vais rentrer dans les détails des 2 derniers points parce qu'ils sont un peu plus complexes. Lorsqu'on parle d'influencer un adversaire, ce qu'on sous-entend c'est que vous l'empêchez de jouer le ballon ou d'être en mesure de jouer le ballon. Un exemple assez frappant, si vous êtes en position de hors-jeu et que vous êtes devant le gardien, et donc que vous empêchez le gardien de voir le ballon, et donc vous l'empêchez par conséquent de faire un arrêt ou de récupérer un ballon dans les airs sur un centre, vous serez sanctionné d'un hors-jeu parce que vous l'empêchez et vous êtes en position de hors-jeu à la base, et depuis cette position, vous allez l'empêcher de jouer un ballon. Tirer avantage de votre position, d'un autre côté, c'est un peu différent. En fait, si vous êtes en position de hors-jeu et que la balle rebondit sur l'un des montants, donc la barre transversale, le poteau, ou bien même sur un adversaire, après une frappe, un centre ou n'importe quoi, et que vous jouez le ballon, vous serez sanctionné d'un hors-jeu. Parce que à partir du moment où le ballon est parti des pieds de votre coéquipier, vous étiez hors-jeu, et après vous êtes allé le jouer. Donc vous avez tiré avantage de votre position.
Bon, je vous l'accorde, ça fait beaucoup d'infos à assimiler d'un coup, donc je vous propose un petit résumé en images, histoire de simplifier tout ça. Je vous ai pris quelques diapositives qui étaient sur un PDF publié par la FIFA. Donc on retient bien que pour être en infraction, il y a 2 étapes nécessaires, c'est être en position de hors-jeu et surtout intervenir dans le jeu, comme on a vu précédemment. On est en position de hors-jeu si on est plus près de la ligne de but adverse qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier défenseur. Si et seulement si vous êtes situé dans la moitié de terrain adverse, donc ça c'est très important. Et pour ce qui est du jeu hâtif, on l'a dit, c'est soit une intervention dans le jeu direct, soit influencer un adversaire ou tirer avantage de votre position. Jusque là, je pense que c'est assez clair. Maintenant, ce qu'il faut aborder, c'est quand est-ce qu'on décide si un joueur est en position de hors-jeu ou pas. Si au moment où le ballon est touché ou le ballon est joué par un coéquipier. C'est vrai que je ne l'avais pas précisé avant, c'est ma faute. On regarde, on fait une pause de l'action au moment où le ballon est frappé ou le ballon est joué. Et si à ce moment-là, le joueur est en position, alors effectivement, on sifflera une infraction. Il y a quelques exceptions à ça, évidemment. On ne donne pas d'infraction si un joueur reçoit directement le ballon depuis un coup de pied de but, donc c'est-à-dire un 6 mètres en fait, un dégagement du gardien, une touche, ou alors un coup de pied de poing, ce qu'on appelle plus communément un corner. Maintenant que vous savez exactement ce que c'est un hors-jeu dans le football actuel, on va parler un peu de l'histoire de cette règle qui a énormément évolué au fil du temps. Vous le savez peut-être déjà, mais le football tel qu'on le connaît aujourd'hui est un sport anglais, et les règles professionnelles de notre sport ont d'abord été définies en Angleterre, par la Fédération anglaise de football, appelée la Football Association. Cette entité voit le jour en 1863 et est chargée de professionnaliser le football à l'échelle nationale en Angleterre. Car avant cela, chaque école, chaque université, chaque région en Angleterre avait ses propres règles, et il n'y avait pas de ligue à l'échelle nationale. La FA s'occupe donc de définir l'ensemble des règles du football professionnel de l'époque, et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a fait avec le hors-jeu. Ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais à l'époque, le hors-jeu est considéré comme toute passe allant vers l'avant, un peu comme au rugby. On ne peut donc avancer que en faisant des passes vers l'arrière ou en dribblant. Bien sûr, cette règle va évoluer. En 1866, la FA assimile les règles des Cambridge Rules, qui étaient donc les règles en vogue à Cambridge à l'époque. Et cette règle indique qu'un joueur, pour être en jeu, doit être situé devant 3 défenseurs. Ça change énormément par rapport à notre football. La différence la plus notable avec notre règle actuelle, c'est qu'à l'époque, le hors-jeu se juge au moment où la balle arrive dans les pieds de l'attaquant. Cette variante va persister jusqu'en 1873, où la FA décidera finalement d'apprécier le hors-jeu au moment où la balle est bottée. Alors il y a encore énormément de différences avec notre règle actuelle, mais c'est un début. Par la suite, le hors-jeu va subir de nombreuses modifications au fil des années pour arriver finalement à la variante qu'on connaît aujourd'hui. Mais tout ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je vous ai donc préparé un petit tableau récapitulatif de tous les changements qu'a subi le hors-jeu de 1873 à aujourd'hui. Avant de commencer ce récapitulatif, il est important de préciser que les changements qu'on va observer ici n'ont pas été mis en place par la Football Association, la Fédération anglaise de football, mais bien par l'IFAB, l'organisme que je vous ai présenté en début de vidéo. Pourquoi ? Bien parce qu'en fait la FIFA est apparue en 1904 et entre-temps elle a décidé de confier tout ce qui concerne les règles du football à un organisme qui est neutre et qui ne dépend pas donc d'un seul pays. Donc voilà pour ça. On passe aux modifications, on commence en 1920 où le hors-jeu consécutif à une touche a été supprimé. Donc on l'a vu en début de vidéo, il n'y a pas d'hors-jeu sur les touches, ça vient de là, de 1920. En 1924, on introduit le concept de hors-jeu passif. Alors le hors-jeu passif, je vous en ai déjà parlé en début de vidéo, je ne l'avais pas formulé comme ça. C'est le principe qui dit que lorsque vous êtes en position de hors-jeu, on ne siffle pas à chaque fois. Il faut commettre une infraction pour être signalé hors-jeu. Donc voilà, on l'avait parlé en début de vidéo, c'est une notion assez importante. En 1925, autre changement majeur, le nombre minimal de joueurs pour mettre un attaquant en jeu passe de 3 à 2. Dans ce décompte-là, on ne prend pas en compte le gardien, c'est vraiment important. On était vraiment à 3 défenseurs avant, on passe à 2. Et c'est un changement assez important puisque le nombre de buts marqués dans les championnats professionnels de l'époque augmente d'1/3. C'est énorme. Et c'est une philosophie qui est vraiment très importante pour l'IFAB et même pour tout changement de règles
qu'on verra à travers les épisodes de Culture Foot, on modifie les règles toujours pour produire plus de jeux et pour offrir plus de spectacles, pour rendre le football plus attrayant. Fin de l'aparté, en 1978, on explicite le fait qu'une balle involontairement touchée ou renvoyée par un adversaire ne remet plus l'attaquant en jeu. Donc quand le gardien va faire un arrêt, quand le ballon va être défié par un défenseur, si vous étiez hors-jeu à la base de l'action, vous serez signalé hors-jeu. Nouveau bond dans le temps, en 1990, on précise que l'attaquant se trouvant sur la même ligne que l'avant-dernier défenseur adverse n'est plus considéré comme hors-jeu. Donc là, on arrive à la version finale en ce qui concerne le nombre de défenseurs, celle que je vous ai présentée en début de vidéo. On compte le gardien cette fois-ci et on prend l'avant-dernier défenseur comme ligne défensive pour signaler un hors-jeu. Ensuite, en 1995, la règle réaffirme que le hors-jeu ne constitue plus une infraction en soi. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une modification de la règle ici, c'est plus une explicitation finalement. On développe le concept de hors-jeu passif et on insiste sur comment est-ce qu'on considère qu'un joueur participe de manière active au jeu. Donc si vous vous rappelez bien, on en avait parlé au début de vidéo, c'est tout ce qui se situe sur influencer l'adversaire, profiter de la position. Tout ceci en fait est explicité en 1995 et réaffirmé par la suite en 2005. Comme vous avez pu le constater, la loi 11 du football est beaucoup plus complète qu'elle n'y paraît. Elle est remplie de nuances qui profitent souvent aux attaquants qui eux-mêmes rivalisent d'ingéniosité pour mettre en difficulté les défenseurs, mais aussi les arbitres. En effet, d'un point de vue strictement scientifique, le hors-jeu est très dur à juger pour un simple être humain. L'arbitre se doit de localiser avec une certaine précision la position du ballon, le moment où ce ballon va être tiré et la position de plusieurs joueurs en mouvement. Alors j'ai fait mes recherches et dans la situation la plus simple où tous ces éléments sont dans son champ de vision, il lui faudrait 0,16 secondes pour les localiser. Or, en 0,16 secondes, un joueur de foot moyen a le temps de parcourir au moins 1 mètre. Mais bon, pour pallier à tout ça, aujourd'hui, nous avons la VAR, la vidéo assistance à l'arbitrage, qui permet donc d'effacer tout litige possible et de réparer les injustices qui concernent le hors-jeu. Enfin, pas vraiment. En effet, avec l'apparition de la vidéo assistance, on signale des hors-jeux de manière beaucoup plus précise. Pourtant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le hors-jeu et les buts refusés continuent à faire débat. Pourquoi ? Eh bien, c'est surtout que maintenant qu'on a la VAR, on peut signaler des hors-jeux avec beaucoup plus de précision, qui seront techniquement justes, mais qui vont quand même poser débat. Car sportivement parlant, ils sont réellement disputables. Pour illustrer tout ça, je vous ai pris une action, un but refusé, lors d'un match Bayern Munich Rasenballsport Leipzig, qui date de 2019, où Lewandowski se voit refuser un but pour un hors-jeu, mais d'un ridicule assez aberrant. Je vous laisse regarder. Too early. The goal chalked off for offside, and here is why. Lewandowski, a toe-length offside. It remains 0-0. The correct decision, but those decisions can decide title races. Comme vous l'avez vu sur ces images et sur la capture d'écran qu'on affiche probablement à l'écran maintenant, Lewandowski est bien hors jeu, puisque le bout de son pied est situé derrière la ligne de défense. Le problème, c'est qu'il ne tire aucun avantage réel de sa position, et que ça dénature donc l'objectif premier du hors-jeu, qui était d'empêcher les attaquants de rester derrière la ligne de défense. Le truc, c'est que c'est ce genre d'action qui pose maintenant problème et qui fait débat absolument tout le temps. Et le problème premier, à mon sens, c'est pas la VAR, c'est plutôt le règlement. On a donc un grand problème sportif en ce qui concerne le hors-jeu, qui coïncide vraisemblablement avec l'apparition de la VAR. Mais est-ce vraiment la faute de la vidéo-assistance ? Est-ce que la VAR, comme certains aiment à le dire, dénature le football, dénature notre sport ? Bien, je pense pas. En fait, ce que j'ai essayé de vous montrer au cours de cette vidéo, c'est que le hors-jeu a énormément évolué au fil du temps. Il a toujours su s'adapter à son époque pour ramener toujours plus d'engouement auprès des téléspectateurs. Alors pourquoi, avec les évolutions qu'on a maintenant, on n'arrive pas à s'adapter ? Pourquoi est-ce que l'UEFA, en tant d'années, ne s'est toujours pas adapté ? Cette vidéo, je l'ai écrite il y a plus d'1 an. Ce sont des problèmes qui existent depuis déjà très longtemps. Et on a toujours des débats sur est-ce que la VAR est bonne pour le football ou pas ? Moi, je pense que le problème est ailleurs. La VAR a été instaurée, maintenant elle est là. La question est plutôt comment s'adapter. Et voilà, c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci d'avoir regardé cet épisode de Culture Foot.
Vous l'aurez remarqué, il est plus long que les autres. C'est un choix de ma part. Plus que de vous faire découvrir des choses sur le football, j'ai vraiment envie à travers cette chaîne, vous amener vers des réflexions, un questionnement, comme là on l'a fait en fin de vidéo. Vraiment vous pousser à la réflexion sur le football, parce que à mes yeux, plus qu'un sport, c'est un véritable art qui mérite d'être compris. Donc voilà, j'espère que ça en intéressera le plus grand nombre possible. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne. À l'heure où je vous parle, on est 99 abonnés. Si on pouvait passer la barre des 100, ça me ferait plaisir. Je vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. On n'oublie pas, Culture Foot, maintenant c'est toutes les semaines, c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Même pendant les fêtes de Noël, même pendant les fêtes de fin d'année. Donc voilà, bon, je prendrai peut-être des vacances un jour, mais d'ici là, pour l'instant, je me concentre sur ne pas sortir une vidéo toutes les 6 mois. Et voilà, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ou une bonne nuit, ça dépend de à quelle heure vous regardez cette vidéo. Salut!